Et si la plus grande révolution géopolitique du XXIe siècle se jouait, non pas à Washington, Moscou ou Bruxelles, mais en Afrique, imaginez un continent, longtemps considéré comme la chasse gardée de l'Europe, dominé sans partage pendant plus de 4 siècles. Frontières tracées à la règle, richesses extraites sans vergogne, population divisée, économie cadenassée. Génération après génération, l'Afrique n'a eu d'autre choix que de subir l'ordre dicté par Paris, Londres ou Bruxelles, un ordre où la voix, la puissance et la prospérité du continent appartenaient en toujours à d'autres. Mais un bouleversement inattendu s'est produit. La Chine est arrivée sans coloniser, sans imposer ses lois, ni prêcher ni menacer. Pékin a joué une carte totalement neuve. Investissements massifs, infrastructures, routes, ports, chemins de fer, usines, hôpitaux. Plus encore, elle a affiché un respect inédit pour la souveraineté africaine, là où l'Europe exigeait soumission ou réforme. Pour mieux comprendre la portée de ce tournant, regardons l'exemple de l'Éthiopie. En moins de 15 ans, Addis Abeba est passé d'une capitale peu connectée à l'un des hubs aériens et logistiques du continent, grâce à des partenariats sino-éthiopiens qui ont permis la construction de trains électriques, d'autoroutes et d'usines textiles. La zone industrielle de Hawassa, par exemple, emploie aujourd'hui des milliers de jeunes, majoritairement des femmes, qui fabriquent des vêtements pour des marques internationales. Ce modèle se répète à Lagos, où la zone franche de Lekki, construite avec des capitaux chinois, attire chaque année des dizaines d'investisseurs africains et étrangers. En à peine 2 décennies, l'équilibre s'est inversé. Les contrats miniers européens, qui faisaient jadis la fortune de Paris ou Londres, sont annulés ou renégociés. Les diplomates occidentaux sont déconcertés, les soldats européens priés de plier bagages. Soudain, des puissances jadis incontournables se voient nous claquer la porte au nez, tandis que des dirigeants africains osent une question que Bruxelles redoutait. Pourquoi, après tant de temps, aurions-nous encore besoin de l'Europe ? Ce n'est pas qu'une question d'argent ou de béton. C'est la possibilité pour la première fois depuis des siècles de reprendre la main sur ses ressources, ses industries, son destin. Alors que l'Europe perd pied, l'Afrique découvre de nouveaux alliés, affirme ses choix et prend position comme une force économique et diplomatique qui pèsera demain. Pour saisir la profondeur de ce changement, rappelons-nous le cas du Niger. Pendant longtemps, l'uranium nigérien est parti quasi gratuitement enrichir les centrales françaises, tandis que le pays lui-même connaissait des délestages électriques récurrents. Aujourd'hui, Niamey ose renégocier ses contrats et explorer d'autres marchés, y compris en direction de la Chine et de la Russie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il symbolise l'audace nouvelle d'une Afrique qui se libère des schémas hérités du passé. Mais si vous croyez que ce grand basculement ne concerne que l'Afrique ou la Chine, détrompez-vous. Nous assistons à la redistribution la plus profonde du pouvoir mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ignorer la portée de ce changement et ses conséquences pour l'économie, la politique et la culture planétaire, c'est risquer de rester prisonnier d'une vision figée, incapable de comprendre le monde qui vient. Mais comment l'Afrique en est-elle arrivée là ? Pour comprendre, il faut revenir sur 4 siècles de domination, d'exploitation et de résistance oubliée. Pendant plus de 4 siècles, l'Europe a dicté ses lois à l'Afrique. Mais à quel coût caché ? On décrit souvent l'Afrique comme pauvre, dépendante, condamnée par son passé. Pourtant, cette vision est trompeuse. Le continent regorge d'or, de pétrole, de diamants, de forêts inépuisables, détient près de la moitié des terres cultivables du globe et abrite un sous-sol regorgeant de minerais rares, indispensables à l'économie mondiale. Prenons l'exemple du Congo, appelé jadis le scandale géologique par les explorateurs européens. Ce pays détient l'une des plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal essentiel pour les batteries de voitures électriques. Pourtant, pendant des décennies, la majorité des profits tirés de cette ressource ont échappé au pays, captés par de grandes compagnies étrangères. Officiellement, la colonisation a pris fin il y a des décennies. Mais dans l'ombre des indépendances, l'Europe a conservé l'avantage, tissant sur le continent un réseau invisible de domination économique d'une ingéniosité redoutable. Voyez le piège monétaire. Dans plus d'une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, le franc CFA relie les économies locales à Paris, gelant toute autonomie réelle. À cela s'ajoute une dépendance savamment orchestrée à l'aide occidentale, qui inverse le rapport de force. L'Afrique doit supplier, jamais négocier. Pour illustrer ce mécanisme, rappelons la crise ivoirienne des années 2010. Lorsque la Côte d'Ivoire a tenté de diversifier ses partenariats et de revoir ses accords monétaires, elle a fait face à une pression intense de la France et des institutions européennes. Résultat, le pays a dû composer avec des conditions strictes,
limitant sa marge de manœuvre budgétaire et freiner ses ambitions industrielles. Les contrats miniers, pétroliers ou agricoles, taillés sur mesure pour les multinationales européennes, condamnent les États africains à exporter leurs trésors naturels à vil prix. Cacao, coton, uranium, pétrole, or. Pour le cacao ivoirien, par exemple, le paradoxe est criant. La Côte d'Ivoire produit plus de la moitié du cacao mondial, mais la majeure partie du chocolat est fabriquée et valorisée en Europe, privant les agriculteurs locaux d'une part significative de la valeur ajoutée. En retour, les produits le fini, voitures, médicaments, machines, affluent d'Europe, vendus à prix d'or, enfermant l'Afrique dans un cercle vicieux où elle brade ses richesses et rachète ce qu'elle ne produit pas. Conséquence. Même sans colonisateurs présents, les économies africaines restent prisonnières d'un modèle imposé. L'indépendance politique n'est qu'un mirage si l'économie reste sous tutelle étrangère. À chaque crise, chaque révolte, l'Europe ne propose que des conseils creux. Réformez, ouvrez vos marchés, patientez. Mais les règles, elles, demeurent inchangées. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est ignorer que l'Afrique n'est pas condamnée au sous-développement. Son retard n'est pas une fatalité, mais le fruit de blocages soigneusement entretenus. Tant que ces chaînes invisibles subsistaient, la renaissance africaine paraissait irréalisable. Mais un bouleversement s'annonce. L'arrivée de la Chine va tout remettre en question, menaçant l'ordre établi depuis des générations. La Chine n'avance pas en Afrique avec des soldats ni des drapeaux. Elle débarque avec des rails, des ports et surtout une nouvelle manière de faire, un partenariat à armes égales. En moins de 2 décennies, elle a renversé des règles établies depuis plus de 4 siècles par l'Europe. Prenons le cas du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Ce projet, mené par des entreprises chinoises, a permis de relier l'intérieur de l'Éthiopie à la mer Rouge, réduisant de façon spectaculaire le coût du transport des marchandises et ouvrant la voie à une industrialisation accélérée. Pour la première fois, les exportations ne sont plus tributaires des infrastructures héritées de la colonisation, mais s'appuyant sur des outils modernes, conçus pour servir les intérêts africains. Pékin ne se contente pas de vider les sous-sols africains. Elle propose aux États un pacte industriel, investissement direct, construction d'usines, transfert de technologies, formation de milliers d'ingénieurs locaux. Partout sur le continent, des infrastructures sortent de terre à une vitesse inédite. Ce qui partait autrefois en Europe reste désormais en Afrique. Raffineries, usines de chocolat, chaînes de montage de téléphones et de véhicules voient le jour. Pour des millions de jeunes Africains, ces nouvelles filières ouvrent enfin un avenir sur place. En Zambie, par exemple, la relance du secteur minier s'est accompagnée de la création d'usines de transformation du cuivre, permettant à l'État de capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Au Kenya, la construction de la Standard Gauge Railway, financée par la Chine, a stimulé la création d'emplois et facilité la circulation des biens et des personnes sur tout le territoire. Là où l'Europe imposait ses conditions, parfois dictées par Bruxelles ou le Fonds monétaire international, la Chine laisse une marge de manœuvre. Les contrats sont moins léonins, le pouvoir de négociation africain s'affirme. Pour la première fois, les profits ne sont plus siphonnés sans retour. Les institutions européennes s'alarment. Elles voient en s'éloigner un marché longtemps considéré comme acquis, alors que l'Afrique multiplie les options. Les chefs d'État ne sont plus prisonniers d'un choix entre Paris ou Londres. Grâce à la Chine, mais aussi l'Inde, la Turquie et le Brésil, l'Afrique peut refuser les diktats et imposer ses priorités. Cette pluralité de partenaires redonne au continent la possibilité de bâtir sa propre stratégie, de négocier à partir d'une position de force. Au Sénégal, la construction du train express régional Dakar-AIBD est un exemple de cette diversification. Le projet a bénéficié de financements multiples, combinant capitaux français, chinois et turcs, ce qui a permis à Dakar de négocier de meilleures conditions et d'exiger le transfert de compétences vers les ingénieurs locaux. L'enjeu est immense pour l'Europe. Si elle ne s'adapte pas, elle risque de perdre son influence historique et sa sécurité économique à long terme. Car l'Afrique n'est plus un terrain de chasse, mais une force industrielle qui se réveille, déterminée à choisir ses alliés. Le bouleversement dépasse l'économie. Une révolution silencieuse transforme aussi l'imaginaire africain, la technologie locale et l'identité du continent. Mais la véritable rupture ne se joue pas seulement dans les chiffres ou les contrats. Elle s'incarne aussi dans l'ambition nouvelle d'une génération africaine prête à réinventer le futur. Quand l'Afrique cesse enfin de demander la permission, c'est tout l'ordre mondial qui se fissure. La première rupture est intérieure. Une révolution psychologique balaie le continent.
Le vieux complexe d'infériorité face à l'Europe s'effrite. Les nouvelles générations n'attendent plus le feu vert des anciennes puissances pour inventer leur avenir. Le regard africain se tourne vers d'autres horizons, plus vastes, plus audacieux. Dans les grandes villes, une classe moyenne vibrante émerge. À Lagos, à Abidjan, à Addis Abeba, l'énergie circule à vive allure. Ces mégapoles deviennent des laboratoires d'innovation, où l'on rêve et bâtit sans limite. Les startups africaines investissent la tech, la fintech, les énergies renouvelables et créent des emplois à un rythme jamais observé auparavant. Prenons l'exemple de la fintech nigériane Flutterwave, aujourd'hui valorisée à plusieurs milliards de dollars et présente dans plus d'une trentaine de pays africains. Son succès inspire de nombreux entrepreneurs à travers le continent, prouvant que l'innovation africaine n'a plus de frontières. La jeunesse africaine ne rêve plus de Paris ou de Londres. Elle apprend le code, lance des entreprises, pense ingénierie et numérique, avec Shenzhen ou Bangalore en ligne de mire. Les écoles s'adaptent, la diaspora revient, l'écosystème s'enrichit. L'Afrique quitte l'imitation pour l'invention. Sur le plan culturel, des séries africaines comme Queen Sono ou Blood and Water envahissent les plateformes de streaming mondiales, offrant une nouvelle image du continent, loin des clichés misérabilistes. La mode nigériane, portée par Lagos Fashion Week, conquiert les podiums européens et américains. Mais la révolution ne se limite pas aux mentalités. Sur le terrain, de nouveaux blocs industriels naissent. Les pays africains signent entre eux des accords d'exportation, mettent en place des monnaies digitales, discutent du contrôle des prix sur leurs matières premières. Pour la première fois, le continent exporte des normes, pas seulement des ressources. La zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2021, vise à créer un marché commun de plus d'1,2 milliard de consommateurs. Ce projet gigantesque, s'il se concrétise pleinement, placera l'Afrique en position de force face aux blocs concurrents. L'Europe découvre un marché où elle n'impose plus ses conditions. Pour obtenir du cobalt, du lithium, du cacao ou du pétrole africain, il faut désormais payer le juste prix. Les contrats sans délai sont renégociés, les marges s'effritent et les anciennes puissances sentent le sol vaciller sous leurs pieds. Le rapport de force évolue aussi sur le plan symbolique. L'Afrique refuse de nouvelles bases militaires étrangères, exige la restitution de ses œuvres d'art, impose ses exigences lors des négociations mondiales. La dignité n'est plus négociable. En 2022, le Bénin a, après de longues années de négociations, récupéré 26 œuvres majeures pillées durant la colonisation et conservées au musée du quai Branly à Paris. Ce geste, hautement symbolique, a encouragé d'autres pays à réclamer leur patrimoine. Sur la carte du monde, le centre de gravité économique glisse vers le sud. Les routes de la soie chinoise croisent désormais des ports et des corridors ferroviaires et numériques africains. Les flux se réorganisent. Demain, peut-être, c'est depuis Lagos ou Mombasa que naîtront les tendances économiques planétaires. Mais cette révolution comporte ses propres risques. Pour l'Europe, pour Nouriel, le danger est existentiel. Perdre sa place centrale, devenir dépendante d'un continent longtemps dominé. Pour l'Afrique, l'opportunité est historique, mais le risque de nouvelles dépendances plane si elle ne garde pas le contrôle de son destin. La question est désormais posée. Comment l'Afrique peut-elle transformer cette puissance retrouvée en liberté durable, sans retomber dans les pièges du passé ? Pour éviter de tomber dans de nouveaux pièges, l'Afrique doit tirer les leçons de l'histoire. Par exemple, lors de la conférence de Berlin en 1884, les frontières du continent furent redessinées sans considération pour les réalités locales, créant des conflits durables. Aujourd'hui, les États africains doivent s'assurer que les partenariats technologiques ou miniers servent d'abord leurs intérêts en exigeant des transferts de savoir-faire, la formation de cadres locaux et le respect des normes environnementales. La réponse à cette question façonnera non seulement l'avenir du continent, mais aussi celui du monde entier. Car la véritable révolution africaine ne fait que commencer. L'Afrique n'aspire pas à dominer, mais à créer de la valeur, à choisir librement ses partenaires. Ce n'est pas une revanche contre l'histoire, c'est une renaissance assumée. Son ambition n'est pas d'humilier l'Europe, mais de construire son avenir sur ses propres règles, avec fierté et exigence. L'émancipation africaine n'est donc pas tournée contre l'Europe. Elle est avant tout résolument pro-africaine, portée par le progrès, l'innovation et la recherche d'autonomie. Les dirigeants du continent n'attendent non plus l'autorisation de quiconque. Ils exigent le respect, la reconnaissance, la coopération d'égal à égal. Une nouvelle norme s'impose, la coopération gagnant-gagnant. Aujourd'hui, la Chine investit massivement en Afrique, sans imposer de modèle colonial.
Routes, barrages, usines changent de sens. Ce ne sont plus des instruments de domination, mais des leviers de négociation, d'échange, d'élévation sociale. L'Afrique pose ses propres conditions. Désormais, elle choisit ses projets, maîtrise ses ressources, fixe ses priorités. Son destin n'est plus négociable. Il s'écrit par elle-même, pour elle-même. Ce tournant laisse à l'Europe une ultime chance. Elle peut encore jouer un rôle, mais à une seule condition: reconnaître la souveraineté africaine et soutenir sincèrement son industrialisation. Les contrats déséquilibrés et le paternalisme n'ont plus leur place. L'Europe doit apprendre à écouter, à construire des partenariats transparents, à investir dans la formation, la recherche et l'industrie locale. Pour y parvenir, l'Europe pourrait s'inspirer du plan de Marshall, qui permit à l'Allemagne et la France de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Une collaboration fondée sur la confiance, la transparence et l'investissement à long terme serait bénéfique pour tous. Il s'agirait par exemple de créer des fonds communs pour la recherche, de soutenir les universités africaines, de favoriser l'échange de chercheurs et de professionnels. Le modèle africain prouve désormais que développement et respect mutuel sont compatibles. On peut bâtir des usines, former des ingénieurs, signer des accords équitables, sans répéter les erreurs du passé. Ce modèle force le monde entier à remettre en question ses méthodes, ses ambitions et ses véritables intentions. Pour les jeunes générations africaines, c'est une opportunité historique. Rejoindre la renaissance industrielle, culturelle et technologique du continent, inventer des métiers inédits, écrire de nouveaux récits et tracer une voie qui n'imite personne. L'Afrique d'aujourd'hui n'attend plus de sauveurs. Elle se réinvente et elle invite tous ceux qui veulent la rejoindre à respecter ses choix. Pour l'Europe, pour la Chine, pour toutes les puissances, l'heure est venue de repenser les partenariats. Cela exige des investissements durables, une éducation ouverte, une diplomatie sincère. Refuser cette évolution, c'est courir le risque de la marginalisation, de l'isolement, d'une polarisation mondiale lourde de conséquences. Ignorer cette transition, c'est risquer de voir grandir les tensions, de perdre des marchés stratégiques, de voir partir une génération d'innovateurs, de créateurs et de leaders. C'est s'enfermer dans une vision du monde dépassé, alors que le centre de gravité économique bascule sous nos yeux. Quels sont les prochains pas concrets pour réussir cette transition? D'abord, investir massivement dans l'éducation et la recherche, car le savoir est le socle de toute autonomie durable. Ensuite, favoriser la production locale en encourageant le Made in Africa dans l'agroalimentaire, la mode, la technologie. Enfin, renforcer l'intégration régionale, pour que les marchés africains ne soient pas plus fragmentés mais puissants et solidaires. Prenons le Rwanda comme modèle. Ce pays a fait de l'innovation son moteur, en développant une industrie de drones pour la livraison de médicaments dans les zones reculées, réduisant les délais de livraison de plusieurs jours à quelques heures. Cette réussite repose sur la formation de jeunes ingénieurs, le soutien public et l'ouverture à des partenaires étrangers innovants. Alors, quelles leçons tirer de ce basculement historique? Comment l'Afrique, l'Europe et le monde pourront-ils s'adapter pour bâtir un avenir partagé sans répéter les erreurs du passé? La réponse à cette question déterminera l'équilibre du monde pour les décennies à venir. Il est temps de choisir, continuer à regarder en arrière ou bâtir ensemble un nouveau modèle. L'Afrique n'attend plus d'être secourue. Elle ne se contente plus de survivre. Elle dicte désormais de nouvelles règles au monde entier. Ce n'est plus au vieux continent d'imposer sa vision. Après plus de 4 siècles de domination et de pillage, la trajectoire s'inverse. La force de l'Afrique ne réside plus seulement dans sa résilience, mais dans sa capacité à choisir, à s'allier, à inventer son avenir. La Chine, elle, n'a jamais planté de drapeau ni envoyé de missionnaires. Pas de fusils, pas de promesses creuses. À la place, des routes, des ports, des trains, des centrales électriques. Résultat, l'Afrique a pu récupérer ses richesses, moderniser ses industries et reprendre la main sur son destin. Les anciennes puissances européennes vacillent. Paris, Londres, Berlin, toutes observent leurs contrats s'évaporer, leur influence décliner, leurs récits paternalistes rejetés par une nouvelle génération de décideurs africains sans peur ni complexe. La dépendance à l'Europe a laissé place à un nouvel équilibre. Désormais, le continent africain négocie à égalité, impose ses conditions et choisit ses partenaires. Ce bouleversement va bien au-delà de l'économie. Il touche la psychologie collective. Pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique n'est plus spectatrice ni subordonnée. Elle devient l'arbitre discret d'un ordre mondial en pleine mutation. Les anciennes tables de négociation sont renversées, les vieux schémas balayés. Ignorer cette réalité, c'est rester prisonnier des clichés périmés. Persister à croire que l'Afrique doit être aidée,
ou guider, c'est refuser de voir l'avenir. Car ici, sur ce continent trop longtemps sous-estimé, se joueront désormais les batailles économiques et stratégiques majeures du siècle. Ceux qui comprendront ce basculement seront les gagnants de demain. Les autres, paralysés par la nostalgie coloniale, subiront la nouvelle donne. S'ouvrir à l'Afrique audacieuse, c'est saisir les opportunités du siècle. Refuser l'évidence, c'est s'exclure soi-même du futur. L'histoire boucle la boucle, l'Afrique a brisé ses chaînes et prend désormais la tête du changement. Le monde observe, souvent inquiet, parfois incrédule. Et vous, resterez-vous attaché au passé ou oserez-vous imaginer l'Afrique du XXIe siècle? Il n'est plus temps de discourir. Il faut agir, réapprendre à écouter le continent, à reconnaître ses voix, à accompagner cette révolution silencieuse. Parce que les prochaines décennies seront africaines, et seuls ceux qui l'auront compris y trouveront leur place.